deuxième intervention dans la cabine WIM avec quelqu'un qui fait partie des meubles finalement, puisque Olivier Langlais, responsable directeur de l'innovation chez WIM, et Denis Pansu qui vient de faire sa table ronde. Denis Pansu de Fing ou de la Fing, je ne sais pas trop comment on présente, pour nous parler de numérique responsable. Donc c'était une conférence, une table ronde qui s'est déroulée donc avec également Marie Attino de la métropole Rouen-Normandie et Vincent Aveline sur Devolis, où on a parlé de plein de choses. On a parlé d'obsolescence, de low-tech, de problématiques de multicrise, puisqu'on parle aujourd'hui du numérique, mais on se rend compte que beaucoup de choses sont liées. Alors, Olivier, est-ce que tu peux nous présenter rapidement WIM, rapidement son contexte, et puis finalement comment WIM apporte sa pierre à l'édifice de la problématique du numérique responsable? Oui, donc enchanté, Olivier, directeur de l'innovation. Alors quand on parle de numérique responsable, on a tendance à parler de Green IT, en tout cas c'était l'ADN au début et c'est ce qui nous a permis de faire émerger les différentes actions autour au niveau national. Mais le numérique responsable, c'est aussi donner l'accès aux citoyens aux services numériques avec la dématérialisation en cours des services publics, voire des différents usages. Et chez WIM, nous, on s'est inscrit dans la démarche sur ces deux angles-là. Le premier, ça a été de raisonner sur l'éco-conception de nos produits. Alors, c'est une start-up industrielle, donc il a fallu du produit neuf au début, mais on a vite inscrit la démarche que tous nos équipements allaient être reconditionnés ou redistribués dans une filière de reconditionnement par la suite. Et sur la partie accès aux services, c'est vraiment l'axe de WIM, puisque WIM est spécialisé dans l'inclusion numérique, c'est-à-dire réduire la fracture numérique pour les 20% de la population concernée. On parle souvent, quand on parle d'inclusion, on a tendance à parler d'accès au numérique pour les seniors, alors que ça touche l'ensemble de la population. Ça, c'est un premier sujet. Et le deuxième, on a toujours, en tout cas niveau politique ou niveau, engagement, on a toujours tendance à penser que c'est juste de l'accès fibre ou de la DSL à mettre pour que les gens aient Internet. Et en fait, c'est principalement une problématique de compétences. En effet, il y a 5, 6, 7% de gens qui n'ont pas les terminaux ou qui n'ont pas de ligne Internet pour avoir accès aux services. Et là, il y a une inégalité et il faut la corriger. Mais il y a aussi une inégalité d'accès aux droits due à un manque de compétences ou de se sentir à l'aise avec les différents outils numériques. On sait que l'État dématérialise l'ensemble de ses services publics à hauteur de 2022. Donc avec Emmanuel Rattel, on s'est posé sur le sujet il y a maintenant 2 ans et demi pour essayer d'accompagner les citoyens dans une démarche de compétences. Voilà. C'est vrai que c'est quelque chose que tu soulèves là tout de suite, c'est on fait un peu rapidement le raccourci c'est générationnel le rapport au numérique. Les personnes entre guillemets plus seniors seraient moins à l'aise avec le numérique et les jeunes qui seraient nés dedans, seraient nés avec le numérique, seraient forcément tous connectés et à l'aise avec les usages. Or on se rend compte que entre scroller sur une application de photos et puis savoir répondre à un formulaire en ligne et connaître sa traçabilité, etc., il y a quand même des fois un monde et l'éducation, on l'évoquait avec Tristan Nitto tout à l'heure, ne nous prépare pas forcément à ces problématiques-là. On va nous apprendre à utiliser un tableur, un traitement de texte, etc. Mais les usages finalement dans lesquels on baigne depuis quelque temps, ça c'est peut-être un petit peu en retrait finalement. Oui, enfin de toute façon c'est le sujet majeur en termes de traitement de l'égalité d'accès aux droits. On a toute une partie de la population, quand on parle des 20%, ça touche vraiment l'ensemble de la population. On s'aperçoit que même sur des profils artisans ou potentiellement des cadres qui ont réussi leur carrière et leur vie professionnelle. Tu fais plein de guillemets, effectivement. Avec tes je mets une multitude de guillemets, en effet, vous ne les voyez pas là dans le podcast, mais dans l'idée, même ces populations-là, selon le parcours scolaire qu'ils ont fait, ils ne seront pas à l'aise avec les outils. Et à l'inverse, moi je le vois sur les parrainages mission locale avec les garanties jeunes 19-25, ce que tu viens de dire est exact, c'est-à-dire que alors en effet pour poster sur Facebook ou pour envoyer un WhatsApp j'ai pas de problématique, mais pour aller s'inscrire à une démarche d'APL, là je commence à avoir des problématiques et en fait si on ne corrige pas et si on n'accompagne pas ces populations-là, ils n'ont pas d'égalité vis-à-vis du droit. Et on a au même titre qu'on a du renoncement aux soins, oui, par déserts médicaux et autres, on a du renoncement au droit
parce qu'ils se disent que c'est pas pour eux, qu'ils passeront plus de temps à le faire, etc. Et c'est là-dessus où l'inclusion numérique, on a besoin de s'y attacher, et ça rentre dans une démarche numérique responsable. On a souvent parlé il y a un mot qui était à la mode il y a quelques années, de phobie administrative, alors que c'était que du papier. Mais effectivement, si ça vient s'ajouter, si à ça s'ajoute, la difficulté d'accès à l'outil, etc., la phobie administrative, ça peut vraiment être un vrai problème pour plein de gens. Je te rejoins. Alors, Denis, on va vous laisser la parole, nous présenter ce que c'est Fing déjà, parce qu'effectivement, tous les gens qui écoutent cette émission ne savent pas forcément ce que c'est, et quelle est sa vocation finalement à cette instance. La Fing, qui est une association, s'est créée il y a 20 ans sur un constat. C'est que avec le déploiement du haut débit, on investissait des sommes considérables sans se poser la question des utilisateurs, la finalité. Et donc, on s'est donné comme postulat de travailler justement sur cet enjeu des usages du numérique, ce qui nous a très tôt amené à appréhender le numérique autant dans ses facettes positives que négatives. Et donc, aujourd'hui, notre méthodologie, c'est de s'approprier des thématiques sur lesquelles on va réunir une grande diversité d'acteurs pour imaginer les usages du futur. Donc c'est un travail de prospective, c'est un travail également de créativité autour des usages, c'est un travail de questionnement bien sûr, et considérant que c'était un enjeu d'utilité publique, dès le départ, on a fait le choix de produire tous nos contenus sous licence Creative Commons, c'est-à-dire les concevoir comme des communs numériques accessibles à tous. Très bien. Alors sur ce que vous dites là, ça me fait penser à ce que vous avez évoqué au moment de cette conférence. J'ai bien compris, enfin cette table ronde, pardon. Il y a quelque chose qui a été dit, c'est que cette transition écologique, elle passe avant tout par une transition sociale, parce qu'on voit bien que ce sont des choses qui sont, et on l'a évoqué avec Olivier et puis là actuellement avec vous, c'est que ce sont des choses, on change pas les usages sans comprendre les gens qui doivent finalement les mettre en application, et que si on ne regarde le problème qu'en silo, on réglera pas l'ensemble de la problématique. Et ce que vous évoquiez par rapport notamment aux réseaux sociaux, où de temps en temps c'était peut-être un petit peu des monologues plus que des dialogues et des discussions, et j'ai bien aimé ce que vous avez dit, c'est finalement ça peut choquer parce qu'en fait c'est des gens qui prennent la parole et ils n'avaient pas l'habitude de la prendre en fait. Donc il y a besoin de cette appropriation aussi des outils. Il y a besoin d'apprendre à travailler ensemble, à échanger ensemble avec des nouveaux formats qui sont peut-être plus les mêmes. C'est peut-être plus les mêmes personnes sachantes qui ont le droit de s'exprimer et puis les autres qui sont juste en réception. Finalement, maintenant, tout le monde s'exprime et peut-être qu'effectivement, c'est un peu fouillis en ce moment, mais qu'il y a un besoin de concrétiser tout ça. Si j'ai bien compris, je me trompe peut-être, mais c'est ce que j'ai cru comprendre de votre intervention tout à l'heure. Oui, c'est-à-dire que si on se met dans une perspective historique, ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, c'est une toute petite étape et on sait bien que les transformations à l'échelle d'une société, ça s'évalue même pas en décennies, mais en demi-siècle. Et donc l'Internet, le numérique et l'Internet, c'est tout juste le demi-siècle. Et encore, comme je disais, à l'échelle de la population, la vraie appropriation, elle date de moins de 10 ans. Donc tout ça est très neuf. Et ce qu'on voit quand on travaille sur les logiques de participation, de démocratie participative, c'est qu'il y a en effet, quand un individu n'a pas l'occasion de s'exprimer, n'est pas entraîné à s'exprimer ou à qui on ne donne pas la parole, et ben, la première chose, c'est une parole émotionnelle qui s'exprime. D'ailleurs, il y a des gens qui ont travaillé là-dessus. Je pense à Joe Ross avec l'Université du Citoyen, où on fait la catharsis, c'est-à-dire qu'on laisse sortir la parole émotionnelle avant de construire une parole documentée. Encore une fois, si on se resitue dans une trajectoire historique, eh bien, on peut considérer que ce bruit communicationnel actuel, c'est un apprentissage. Et le risque qu'il peut y avoir effectivement dans le numérique
qui est responsable, puisque c'est le thème, c'est qu'on n'a pas forcément conscience, pour revenir un peu raccroché à des mots qu'on évoque aujourd'hui, puisque c'est le fil conducteur, c'est conscience de tous les enjeux, de tous les impacts aussi, de toutes les conséquences finalement de cette, des fois peut-être une fuite en avant, c'est un petit peu ce qu'on peut avoir avec le progrès pour le progrès, mais sans se poser la question de à qui il bénéficie en fait. Et j'ai un peu l'impression que aujourd'hui, en tout cas, pour les personnes qui sont ici présentes, on le voit dans les questionnements aussi, c'est des gens qui sont sensibilisés, mais est-ce que pour le grand public, il y aurait selon vous, des actions à mettre en place pour un peu sensibiliser sur cette prise de conscience finalement? Olivier? Ouais, je veux bien commencer et après je laisserai Denis dérouler, mais j'ai voulu poser la question tout à l'heure, mais les temps de parole étaient compliqués sur la table ronde, puisque le sujet est passionnant et que dans ce cadre-là, il y a toujours beaucoup de questions qui se posent. Moi, je reste persuadé, on parlait d'éducation juste avant, je reste persuadé que le temps qu'il n'y aura pas un cours de transition dans les écoles primaires au même titre que la géographie, le français, les mathématiques, on n'arrivera pas à faire le switch et le basculement. Je dis pas qu'on n'y arrivera pas dans le sens ça se fera, mais ça se fera sur un temps beaucoup plus long. Si on se met sur des programmes à éduquer et à informer et à acculturer nos enfants au plus jeune âge sur, en effet, la pollution cachée du numérique, c'est un fait et c'est une feuille de route. Mais aussi les fake news, mais aussi où trouver l'information, mais aussi comment garder un esprit critique, etc. Et pas que sur le numérique. Le numérique est un outil, mais sur une transition écologique large, je pense qu'on mettra 30 ans, 40 ans, et on l'a vu dans les conférences de ce matin, 30 ans, 40 ans, on les a pas, clairement. Sur le numérique, on les a encore moins. L'objet de rallonger la durée de vie du produit, c'est parce que de toute façon, les terres rares qui permettent la fabrication des produits deviennent de plus en plus difficiles. Alors, ils ne sont pas si rares que ça, mais deviennent de plus en plus difficiles à extraire, avec un bilan social et un bilan écologique extrêmement aggravé d'année en année. Donc du coup, on va avoir besoin de ce point de bascule, et je pense sincèrement que au même titre qu'on a commencé à éduquer nos étudiants, et Denis l'a rappelé tout à l'heure par ses engagements, je pense qu'il va falloir qu'on y aille sur les primaires, et que dès le plus jeune âge, on mette en conscience, comme on peut le faire pour les déchets. C'est ce que je pensais en fait, exactement ça. On voit que les enfants de maintenant sont beaucoup plus sensibles aux déchets que notre génération, où on jetait dans la poubelle, quoi. C'était tout, quoi. Alors, réponse complémentaire, c'est comment on apprend à coopérer et comment l'école apprend à cela. C'est-à-dire qu'on a encore un système éducatif qui est très concurrentiel. On met en concurrence. Alors ça, je parle pas de la maternelle et de la primaire où là on est plus en mode projet, mais dès qu'on passe au collège, au lycée, on revient dans un mode concurrentiel. Alors que aujourd'hui, il faut vraiment apprendre à coopérer. Et c'est pour moi toute la valeur ajoutée du numérique, c'est que on a des outils qui sont très propices à la coopération. Et aujourd'hui, on a une maturité des plateformes coopératives là-dessus qui commencent à être intéressantes, avec une offre à la fois en propriétaire, en libre, etc. Donc c'est cet enjeu justement pour je disais, aujourd'hui on a des collectifs dans la société qui s'opposent, alors que si on veut sortir, aller tous dans le même sens, on est condamné à coopérer. C'est effectivement une problématique qu'on retrouve, qui est effectivement, on revient sur le côté social et de la mise en application. C'est que le numérique, ça reste un outil. Tout dépend de ce qu'on en fait. C'est un peu ce qui a été dit ce matin, c'est que ça peut être effectivement un levier si on s'en sert pour apprendre à travailler ensemble, mais ça peut aussi être finalement l'outil qui nous aide à creuser notre trou si on l'utilise de façon inconsciente. Comme disait Stigler, c'est le pharmacone, c'est ça, c'est ce qui a été le remède comme le poison. Exactement. Avez-vous des choses à ajouter, messieurs? En tout cas, je vous remercie beaucoup pour ces échanges, pour la table ronde, Denis, tout à l'heure, qui a permis effectivement d'apporter différents sujets. J'ai noté que vous aviez dit que l'être humain ne bouge que par nécessité, ce qui est assez vrai. C'est vrai qu'on a un petit peu de mal, tant qu'on n'est pas au pied du mur, à se dire, c'est un peu la phrase de la haine, jusqu'ici tout va bien, l'important c'est pas la chute, c'est l'atterrissage. Et on a un petit peu tendance, tant qu'on n'est pas à 1 mètre du sol, à se dire, il y a peut-être y avoir une chance pour qu'on s'en sorte.
Et c'est un petit peu, j'ai l'impression, l'idée aujourd'hui, c'est de se dire, attendons pas d'être vraiment à 1 mètre du sol avant de nous dire qu'est-ce qu'on fait, quoi. Si je résume un peu de façon avec la culture populaire l'idée de ce festival. Merci beaucoup. Merci d'être venu et puis bonne fin de journée à vous. Donc oui, c'est pour un podcast pour NWX. Donc j'essaye d'avoir des personnes dans le festival pour avoir leur avis de cet événement. Alors qu'est-ce qui vous... Alors je regarde votre nom, Aurélien Vallet, Caisse d'épargne Normandie. Ah d'accord, c'est un nom que je connais. J'ai déjà vu passer. Alors qu'est-ce qui vous amène ici à ce NWX Summer Festival 2021 ? Moi, je dirais enrichissement, échange et prise de hauteur. D'accord. Le sujet, c'est ça. On est tous plongés au quotidien dans notre activité et il y a besoin par moment de s'extraire pour s'enrichir, entendre d'autres points de vue, parfois dérangeants. Et on n'est pas forcément d'accord avec tout le monde, mais il faut l'entendre. On n'est pas là pour être d'accord, on est là pour écouter et justement faire mûrir notre réflexion, quoi. C'est vraiment ça qui est important. Et au niveau de la caisse d'épargne, justement, quelles sont les réflexions qu'il peut y avoir à ce sujet, justement, par rapport à la conscience, la prise de conscience, le numérique responsable, etc. Est-ce que c'est quelque chose qui vous anime au quotidien ? Alors ça nous anime sur différents segments. Le premier segment, c'est un certain nombre de nos équipes qui ont été formées justement sur le numérique responsable grâce à NWX. D'accord. Donc ça, c'est quand même une première chose. Hein. Ça nous anime d'une deuxième manière, c'est nous, les gestes qu'on fait à destination de nos clients, en particulier avec la plateforme Kiwai, qui est destinée à financer les projets green et normands, dont les projets numériques, bien évidemment, font partie. D'accord. Alors Kiwai, ça s'écrit Kiwai tréma, c'est ça ? C'est bien ça. D'accord. Ok. Donc c'est pour les gens qui écouteront, voilà, allez jeter un œil sur cette plateforme liée au tout ce qui est numérique, etc. Responsable et vert. Et pas que le numérique. Vous verrez plein d'autres projets. Ça peut aller d'une épicerie vrac jusqu'à un financement de parcs éoliens offshore. D'accord. Ou des financements destinés à des bornes de recharge pour la croisière fluviale. Ah oui, donc c'est assez varié, assez divers, effectivement. Et ça s'inscrit complètement dans la démarche aujourd'hui qui est effectivement sous l'angle du numérique, prendre conscience finalement du monde qui nous entoure. C'est un petit peu ça. Tout à fait. Donc, on fait partie du monde, le numérique en fait partie et on agit tous ensemble. Et c'est ça qui est assez intéressant. Aujourd'hui, on voit des gens qui ne sont pas forcément que du monde du numérique, mais qui ont été finalement attirés par la thématique, ou bien invités, ou bien parce qu'ils étaient eux-mêmes intéressés, et que ça crée des discussions, des échanges, voire des débats peut-être. Est-ce qu'en interne chez vous, ça peut créer des débats et des freins au changement ? Est-ce que vous en rencontrez ? Toujours, mais on est là pour accompagner. C'est déjà. Est-ce que vous avez un exemple finalement de dernier projet numérique ou pas d'ailleurs, je dirais responsable, qui a été couronné de succès ou qui est en cours de développement, de déploiement chez vous ? Je dirais un gros succès, c'est déjà en interne, avec la lombrière photovoltaïque posée sur le parking du siège, qui nous permet aujourd'hui d'assurer une production énergétique sur place, pas de perte de charge, en local, et de couvrir les besoins d'électricité du site. Voilà, donc c'est un petit peu ce qui était évoqué là juste avant dans la conférence. Ce sont les petits éléments, les petits bouts qui assemblés, les particules élémentaires qui participent au grand tout. C'est ça en fait. Vous avez tout compris. Très bien. Écoutez, merci beaucoup Aurélien et bonne journée, bonne fin de festival. C'est moi qui vous remercie. Et donc nous sommes sur un stand d'exposants. Donc je vais laisser son représentant le présenter justement, puisqu'il y en a pas mal ici. Et donc on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Donc vous allez m'expliquer ce qu'on y trouve sur ce stand qui est peut-être le plus grand sur le site. Alors je vous laisse vous présenter et me dire ce qui se passe ici. Très bien. Donc nous sommes donc société Smart Cube Investissement. D'accord. Donc nous sommes contractant général de bâtiments. Donc on construit des bâtiments toute l'année, des bâtiments standardisés. C'est notre particularité, dédiée aux professionnels. Exclusivement, pas du tout de particulier. On a, avec l'aide de Enovea, développé un configurateur donc, de bâtiment qui est en ligne, mais aussi chez nous en propre. Donc on est situé à Petit-Quevilly. D'accord. Sur notre configurateur, donc on peut configurer intégralement son bâtiment, extérieur, intérieur, dessiner les cloisons, installer les portes, changer les revêtements de sol, etc., etc. La petite particularité, c'est que du coup, le bâtiment se chiffre en temps réel.
Et par la suite, une fois qu'on a dessiné son bâtiment chiffré et que celui-ci nous convient, on peut le visiter, voilà, grâce à la réalité virtuelle. D'accord. Voilà. Ah oui, donc comme ça, on voit tout de suite, on n'est pas obligé de savoir lire un plan AutoCAD, etc. On peut déjà évoluer dans son... Exactement, on voit tout de suite le rendu. Exactement, on voit tout de suite le rendu de ses futurs bureaux ou ateliers aussi. Ça peut aussi nous arriver. Donc du coup, le rendu de ses bureaux, est-ce que ça nous plaît, est-ce que ça nous plaît pas, l'intégralité en 30 minutes. Donc en 30 minutes, vous avez votre plan, vous l'avez donc dessiné, chiffré et vous l'avez visité. Voilà. D'accord, donc effectivement, en termes de technologie, c'est assez avancé et puis c'est plutôt intéressant pour l'utilisateur, l'usager, le client final. Oui. Alors, et la raison de votre présence ici sur le festival NWX? On a été du coup invité, comme je vous le disais, par Innovea à venir présenter cette solution. Pour présenter cette solution, voilà. D'accord, très bien. Je vais aller voir. Innovea, c'est ceux qui sont juste à côté de vous, c'est ça? Juste à côté. Donc vous travaillez avec eux en partenariat, c'est ça, régulièrement? Exactement. C'est eux qui nous développent intégralement notre solution configurateur. D'accord. Donc un exemple concret de fonctionnement coopératif. Écoutez, merci beaucoup pour cette solution. Et puis, merci, bonne journée. Au revoir. Et donc là, je suis avec Delphine Darbel. Donc, on vient de quitter le stand à côté SmartCube qui nous a dit de venir ici. Et c'est juste à côté, j'ai fait 2 pas. Donc, je suis donc avec Delphine Darbel d'Enovea. Qu'est-ce que vous faites ici, Enovea, sur le NWX Summer Festival 2021? Alors déjà, il y a 2 choses. Moi, je suis au conseil d'administration de NWX, voilà. Et en fait, NWX nous a laissé la chance d'avoir un stand. Donc nous, on a voulu monter un stand avec 2 de nos clients, donc SmartCube et Quatech, qui donc présentent l'expérience 3D. Et en fait, ce qui est très marrant, c'est que la structure que vous voyez, elle a été montée par AMGE. D'accord. Voilà, c'est aussi un client. D'accord. Et le point commun entre ces clients, c'est qu'on a fait pour tous les 2 un configurateur 3D qui permet, on va dire, à leurs clients finaux d'avoir un devis en temps limité. D'accord. Et en fait, là, on présente un jeu pour comprendre les marchés financiers, les marchés dérivés. Ah oui. C'est un marché sur lequel, comme je dis toujours, il y a quand même 600 000 milliards de dollars par trimestre qui véhiculent. Et je trouvais intéressant de faire découvrir aux gens le mécanisme des marchés financiers. D'accord, voilà. Donc c'est finalement le thème de la conscience, et là c'est la prise de conscience finalement du fonctionnement. Exactement. De choses qui sont peut-être un peu obscures pour le grand public, oui. Dans lequel je m'inclus. Alors obscures, mais après quand même on a tous vécu... mais dans lequel on baigne. Voilà, dans lequel on baigne, on a tous vécu par exemple la crise 2008, voilà. Et d'autre part on a aussi là récemment constaté une augmentation des matières premières, et ça c'est un effet collatéral des marchés financiers. Donc voilà. Il est intéressant de comprendre comment tout ça fonctionne, comment on en prend conscience pour derrière se dire oui, c'est pas juste du jour au lendemain on a décidé que c'était comme si, non, il y a toute une mécanique finalement que vous essayez d'expliquer. Voilà, exactement. Et donc ça se fait par l'intermédiaire d'un jeu interactif. Un jeu en fait. En fait, il faut aider un petit garçon de 8 ans à comprendre pourquoi son papa est très peu disponible. Voilà. D'accord. Son papa est trader. Ah. Et donc on doit aider des enquêteurs qui sont là en fait sur l'écran. Et nous avons un assistant, et en fait les gens qui participent au jeu, les participants vont aider les enquêteurs à faire comprendre à Hugo, 8 ans, le métier d'un... Donc on n'est pas uniquement dans une présentation sous forme de slide, on est dans une présentation interactive, un jeu interactif pour aider à l'intégration, etc. Et d'ailleurs, le jeu a été conçu avec une troupe de théâtre. D'accord. Voilà, qui s'appelle la troupe Bazinco. Et c'est eux qui nous ont aidés à concevoir ce petit jeu. D'accord. Mais qui est compréhensible à partir de 8 ans. Voilà, il faut avoir 8 ans. Quand on arrive à expliquer à un enfant de 8 ans, on se dit qu'on peut arriver à le comprendre, à l'expliquer à beaucoup de monde. Donc c'est effectivement très intéressant. Voilà. Écoutez, merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne fin de festival et puis au plaisir. Merci, à très vite.